Bien, bonjour tout le monde et bienvenue à cette autre émission de la série 50 ans et après. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi un homme de parole, un homme de radio, quelqu'un qui a passé, je crois, 47 ans de sa vie à la radio. J'ai le plaisir de vous présenter M. Claude Bolduc, animateur retraité à la radio de CKBN. Phil Romain, bonjour. Bonjour, M. Bolduc, et bienvenue à cette émission. Merci de m'avoir invité. Alors, la radio, moi, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement parce que j'ai travaillé en publicité pendant longtemps et il y a eu une époque où la radio, c'était un véhicule publicitaire très important. Pourquoi? Parce que dans les années 75, quand j'ai commencé, on utilisait beaucoup la radio, souvent le matin, parce que les gens ne regardaient pas la télé le matin à cette époque-là. Et il n'y avait pas d'Internet et de réseaux sociaux et tout ça. Absolument. Donc, c'était un moyen pour les gens de se divertir, de s'informer. Et donc, c'était très présent dans la vie des gens. Alors, j'aimerais savoir, dans un premier temps, qu'est-ce qui vous a amené à la radio? Est-ce que vous rêviez à 6 ans, 7 ans de devenir l'homme de radio extraordinaire que vous êtes devenu? Ou si c'était le hasard, ou si quelqu'un vous a conseillé? Comment vous avez fait pour mettre les pieds dans un studio de radio la première fois? Moi, je pense que dans la vie, il n'y a pas de hasard. On a un chemin qui est tracé puis qui doit arriver. Mais dès ma tendre enfance, moi, je viens de Québec. Et à Québec, il y a les patros, pour les gens qui connaissent ça, les patros des religieux de Saint-Vincent-de-Paul. J'étais élevé là-dedans. Et étant là-dedans, c'est là que j'ai appris à faire de l'animation, à présenter des spectacles, à être devant une foule, à chanter dans des chorales. Et ça donne le goût du micro. Ça donne, à quel âge vous aviez à peu près? Quand vous avez commencé? Je parle de 12, 13 ans, dans ce coin-là. Donc, le goût du public s'est développé? Très jeune, très jeune. Et par la suite, ça s'est développé. Puis j'aimais ça aussi, écouter la radio. J'aimais ça, écouter les animateurs, ce qu'ils avaient à dire. Puis dans ce temps-là, il y avait seulement du AM. On ne parle pas de FM puis d'Internet et tout ça, c'est du AM. Et du AM parlé, qu'il y avait beaucoup à l'époque aussi. Alors, ça m'intriguait, puis j'écoutais, puis j'essayais d'aller voir comment ça se passait. Et petit à petit, c'est venu tranquillement. J'ai commencé à travailler à la Commission scolaire de Québec dans le secteur audiovisuel. Donc, il y avait une connexion là. Et dans le secteur où je travaillais, on enregistrait pour les écoles à l'époque des diaporamas. Et ça prenait des voix. Bon, j'ai dit, moi, je peux faire une voix. Là, ils m'ont payé un cours au Collège des annonceurs en radio-télévision à Québec. Et par la suite, j'ai dit, pourquoi pas aller plus loin? Alors, j'ai fait application dans des stations de radio de Québec. Et il y a quelqu'un qui est Yves Guérard, qui est le fils de Yolande Guérard à l'époque, qui était mon premier patron et qui m'a offert la chance de débuter en 1975. Alors, la voix, à cette époque-là, est-ce qu'il fallait suivre des cours pour placer la voix déjà à cette époque-là? Moi, c'est une école privée où je suis allé, mais ça n'a pas été un critère d'embauche. Non? Non, ça n'a pas été un critère d'embauche. Qu'est-ce qui a fait que les gens vous ont retenu pour votre première? Je pense que c'est le feeling du directeur, Yves Guérard, quand je l'ai rencontré. J'avais envoyé un démo, mais quand je l'ai rencontré, il dit « OK, je vais t'essayer ». Alors, il m'a essayé, puis ça a duré 46 ans. OK, alors... Et donc, il a pris une bonne décision. J'espère, en tout cas, oui, il a pris une bonne décision. Et donc, alors vous avez commencé à... Moi, je pensais que vous étiez de la région, donc vous êtes de Québec. Oui. Et vous avez travaillé donc à la radio AM à Québec. 10 ans, de 75 à 84, je travaillais à Québec. Et est-ce que c'était le matin, à ce moment-là, que vous travailliez? J'ai tout fait. Okay. J'ai commencé à temps partiel le vendredi soir. Ouais. Après ça, je remplaçais. Pendant 2 ans et demi où je travaillais comme scolaire de Québec, je prenais tous mes congés, mes maladies, les fériés pour aller faire de la radio. Donc, pendant 2 ans et demi, il n'y a pas eu une journée de congé. Là, je travaillais tout le temps. Et au bout de 2 ans et demi, on m'a offert un poste à temps plein à la radio. Et là, j'ai laissé la commission scolaire, mais j'ai fait le matin, l'après-midi, le soir. Et comment on développe cette expertise-là? Il faut que vous soyez à l'écoute des goûts de vos auditeurs. Comment est-ce qu'on devient un bon homme de radio, en quelque sorte? Comment est-ce qu'on fait? Moi, je vous dirais que c'est de communiquer. Parce que par la radio, il y a seulement la voix qui passe. Les gens ne voient pas. Il faut que les gens ressentent par la voix, parce que tu présentes,
le goût de t'écouter, le goût d'entendre ce que tu as à dire, le message que tu veux livrer. Et le message dépend du genre d'émission que tu animes aussi. Si tu animes une émission musicale, c'est pas la même chose que si tu animes une émission d'actualité ou d'information ou autre, là. Alors, il faut vraiment s'adapter à chacun des styles d'émission. Alors vous, est-ce que vous avez été, par exemple, ce qu'on appelle comme un disc jockey à la radio, c'est-à-dire présenter de la musique? Est-ce que vous avez Je l'ai fait un peu. Dans nos émissions, il y avait, que ce soit le soir ou l'après-midi ou même le matin, il y avait des portions musicales qui étaient là. Mais c'est pas nécessairement disc jockey là, que j'animais. Il y en avait des émissions comme ça, mais c'était de la musique qui était entremêlée à travers des bulletins de sport, de nouvelles, d'informations et d'entrevues et autres. Là. Et donc, à l'époque, les goûts, est-ce qu'on se souvient des goûts des Québécois pour la musique? Il y avait beaucoup de traductions, de succès américains. Mais la chanson française aussi. Il y avait Joe Dassin à l'époque qui était très populaire, puis la chanson française qui était très, très populaire également, et les grands classiques américains aussi qui étaient là dans ces années-là, qui étaient très forts. Là, Et c'était à l'époque aussi, je me souviens, c'était l'époque du transistor, beaucoup. Oui, le radio transistor. On allait, je me souviens, en été, on allait sur la plage, puis le samedi après-midi, on amenait notre radio transistor, puis on écoutait CKTR ou CHLN à l'époque à Trois-Rivières. Donc, pour en revenir à Québec, vous avez passé au travers de tous les postes, en fin de compte, ou les fonctions à la radio. J'ai même été directeur aussi à Québec à un moment donné, il y a quelques temps. Là, je touche un petit peu à tout. Il faut que tu touches à tout. Hein? Là-dedans, il faut que tu touches à tout. Oui. La publicité aussi, est-ce que vous avez géré? Pas dans la bande de publicité, mais je m'occupais du marketing de la station. Donc, par le biais du marketing et publicité, ça faisait un tout, ça allait ensemble, il fallait travailler ensemble. OK. Alors, donc, après 10 ans, vous avez... Comment ça s'est fait pour... C'était en 84 et il y avait des changements dans la radio à CKCV où je travaillais. Et je sentais que on voulait faire du changement et je ne faisais pas nécessairement partie de ce changement-là. J'aurais pu rester, mais on m'a fait comprendre que si je voulais m'en aller, on ne m'en tiendrait pas nécessairement. D'accord. Et au même moment, ici à Trois-Rivières, des gens que je connaissais m'ont téléphoné. On m'a dit on aurait un emploi à t'offrir. Alors, je suis venu les rencontrer, puis ça n'a pas pris de temps qu'on s'est bien entendu. Alors, je suis arrivé à Trois-Rivières au mois d'août 85, là, où j'ai débuté ma carrière. Quelle station c'était? C'est JTR à l'époque. Ça, c'est JTR à l'époque? C'est JTR, oui. OK. Donc, est-ce que vous avez été morning man déjà à CJTR en rentrant? Pas quand je suis arrivé. Quand je suis arrivé, je faisais ce qu'on appelle le mid-morning, de 9h à midi. OK. Mais après ça, je suis devenu directeur de la programmation de l'information. J'ai fait l'émission du matin et... OK. Donc, et le public de Trois-Rivières, est-ce que c'est différent par rapport à avoir travaillé à Québec, arrivé à Trois-Rivières? Est-ce qu'il y a une adaptation à faire où les gens avaient, pour vous, le public était à peu près le même? Le public est pas différent, mais il faut que tu restes toi-même. Tu ne peux pas dire, bon, ben, je vais changer ma façon d'être parce que je change de ville. Non, ils t'ont engagé pour ce que tu es, parce que ce que tu veux véhiculer. Alors, c'est moi qui arrive avec mon bagage de 10 ans d'expérience et je l'amène avec moi à Trois-Rivières. Puis là, on me lance dans un créneau que je connaissais bien, de 9h à midi, qui est une clientèle beaucoup plus féminine à l'époque. Alors, puis j'étais bien là-dedans et c'est là-dedans que je me suis fait un nom en arrivant à Trois-Rivières. Oui, on parle souvent du public invisible. Quand on parle de la radio, c'est il faut le deviner, il faut le sentir, mais on ne le voit pas de ses yeux. La langue de la radio, elle a évolué aussi à travers les années. À l'époque, un animateur de radio ne s'exprimait pas de la même façon qu'il s'exprime aujourd'hui. Non. Est-ce que comment vous voyez ça? Comment vous avez vécu ça? Bien, il y a un changement, mais je ne sais pas si le changement qu'on vit actuellement va avec le changement de mentalité que l'on a, avec le changement de façon de vivre des jeunes par rapport à une autre génération, la façon de s'exprimer. Bien, on le voit sur les réseaux sociaux, comment les jeunes s'expriment, où le français n'est pas nécessairement très présent, puis on écrit avec des mots que les adultes ont de la misère à comprendre, puis des abréviations. Alors, ça se reflète également. Et c'est peut-être ça que ces gens-là recherchent à la radio, des animateurs qui vont leur parler comme eux parlent, mais effectivement, il n'y a pas le même langage aujourd'hui à la radio qu'on avait dans le temps, là. Ça, c'est sûr et certain. C'est peut-être une façon qu'ils ont aujourd'hui
d'être authentiques à leur manière, parce que vous avez parlé au début que pour être un bon homme de radio, il faut être soi-même tout le temps, il faut rester soi-même tout le temps. On ne sacrait pas à l'époque à la radio en ondes non plus. Oui. Mais c'est un métier qui permettait de bien gagner sa vie. Absolument. Moi, j'ai gagné ma vie pendant 46 ans en faisant de la radio, puis j'ai aucun problème avec ça. Est-ce que vous avez fait ce qu'on appelle des remotes? Je ne sais pas comment on dit ça en français. Des remotes, des reportages en direct. Des directs, c'est ça, chez le concessionnaire. J'en ai fait en quantité industrielle. Ouais. De toutes les sortes. Ça impliquait, c'est une forme de publicité qui impliquait justement que l'animateur passe peut-être quelques heures un samedi, par exemple, chez un concessionnaire automobile, à essayer d'intéresser les gens à en direct, on parlait en direct en ondes pour venir nous rencontrer. On a les meilleures aubaines pour vous. Ouais. Et alors, la radio, ça a été longtemps aussi un domaine très concurrentiel. Oui. À Trois-Rivières, on l'a vu qu'il y a eu beaucoup de concurrence aussi. Comment on vit avec la concurrence et comment on gagne notre pari de la concurrence? D'abord, la concurrence est entre les entreprises, entre les dirigeants. Les animateurs, oui, il y a de la concurrence, mais nous, on fait notre job. Mais on est aussi, à travers ça, sur des sièges éjectables, parce qu'il y a toujours les fameux sondages radio aussi qui sont là. Alors, oui, ça fait l'affaire, mais tant que le sondage est bon, ça va marcher. Mais quand le sondage est plus bon, on va changer, pour un autre, on va en mettre là. Mais la concurrence, c'est sûr que c'est une bataille de sondage, de code d'écoute. Puis le but, c'est d'essayer d'arriver premier ou le plus proche possible, puis de travailler très fort pour avoir le plus d'auditeurs et d'auditrices qui vont être là à t'écouter le matin. C'est ce qui fait le pain et le beurre, hein? Parce que plus tu as de gens qui t'écoutent, bien plus les représentants publicitaires vont aller vendre la publicité plus facilement. Si tu es numéro 1, bien, ça va coûter plus cher à un commerçant d'acheter une publicité chez vous. Alors, c'est un vase communicant, tout ça, là. Est-ce que vous avez travaillé beaucoup avec des collaborateurs, c'est-à-dire des recherchistes ou des gens qui vous aidaient dans vos émissions, ou si vous avez surtout travaillé seul? Travailler seul. J'ai toujours travaillé dans des stations et dans le privé, puis dans les régions surtout, dans la radio privée. Les recherchistes, il faut oublier ça. Tu te recherches toi-même. Oui. Tu cherches tes invités, puis tu cherches des sujets, puis tu t'informes sur les sujets, puis tu vas t'informer pour avoir la bonne documentation. Alors, j'ai pas mal toujours fait ça moi-même. Et j'aimerais savoir le fait de travailler. Vous avez travaillé longtemps le matin aussi, là. Oui, j'ai fait beaucoup le matin, ce qu'on appelle le morning show le matin, de 6h à 9h, ou de 5h30 à 9h ou à 10h, ça dépend des stations, là. Oui, ça, j'adorais ça. Les 10 dernières années, à Via 95, c'est KBN avant, j'étais le matin, là. Et comment on vit quand il faut travailler le matin? À quelle heure vous vous levez? 4 heures. À 4 heures? 4 heures. Donc, vous devez vous coucher tôt? À 21 heures le soir, c'est ça. Okay. Ça prend une discipline. Ouais. Si tu n'as pas de discipline, si tu veux aller veiller le soir puis aller travailler à 4 heures, à 5 heures le matin, pas sûr que tu vas être aussi allumé, là. Puis en plus, le matin, bien, il faut donner de l'information souvent, parce que la musique, ça ne suffit pas. Il faut être très présent, il faut que les gens sachent quelle température il fait, puis s'il y a de la circulation, puis si un homme politique qui s'est fait assassiner la veille, etc. Il faut le savoir. Il faut être au courant de tout ça. Donc, vous vous levez, puis vous devez... Moi, l'émission débutait à 6 heures. 4h30, j'étais à la station. Déjà à 4h30? 4h30, j'étais à la station. Et de 4h30 à 6h, c'était là d'aller lire les journaux, voir Internet, voir ce qui s'était passé, les nouvelles dans le monde du sport. Et pour qu'à 6h, quand j'entre en ondes, là, j'ai une bonne connaissance de ce qui s'est passé ou ce qui se passe. Bien entendu, on n'est pas à l'abri de ce qui se passe. Si pendant l'émission, exemple, il se passe une tragédie ou un incendie ou un accident ou quelqu'un décède, ça vient chambouler complètement l'émission. Mais c'est ça aussi l'actualité. Ce que tu fais en direct, c'est du live, puis tu dois vivre avec ce qui se passe. Est-ce qu'il vous est arrivé des fois de ne pas avoir de sujet, là? Je ne sais pas ce que je vais leur dire ce matin. Non. Non, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui dans l'actualité, il y aura toujours quelque chose.
Vous avez eu des contacts aussi avec vos auditeurs? Il y a des gens qui appellent puis qui interagissent avec vous. Ça, c'est une partie que vous aimiez du travail? Bien, que j'aime beaucoup parce que c'est là que tu sens le pouls des gens. Et surtout avec les réseaux sociaux encore plus, avec les Facebook et Twitter de ce monde. Le matin, les gens peuvent vraiment interagir avec toi en te courrielant, en te textant, par Facebook. Alors, il y a une façon d'échange encore plus facile que c'était avant. Alors, c'est là que vraiment que tu sens le pouls des gens qui t'écoutent. Vous avez donc... vous avez 47 ans de carrière à la radio. Ça s'est terminé à CKBN. Vous avez passé 10 ans à CKBN, à peu près. Un petit peu plus de 10 ans, oui. Votre expérience à CKBN, est-ce qu'elle a quelque chose de particulier par rapport aux autres endroits? Est-ce que c'était une bonne façon de terminer sa carrière? Ah, extraordinaire, extraordinaire, parce que c'est pas une radio comme les autres. On sait que c'est une radio communautaire d'abord, mais donc, tu n'as pas le stress qu'on avait, exemple, à CHLN ou CJTR, de la grosse performance d'être numéro 1. C'est pas ça le but de la radio de CKBN de Villa. C'est de desservir le territoire des MRC de Bécancour, Nicolet et Yamaska et de bien former ces gens-là, d'être présents dans la communauté. Alors, le mandat n'est pas le même. Alors, tu n'as pas le stress de dire « il faut que je performe pour que je sois numéro 1, sinon ça ne marchera pas ». C'est pas la même façon de faire. Donc, c'est un stress qui s'enlève, qui est très important aussi. Donc, ça te permet de respirer davantage et de créer un esprit d'équipe qui est meilleur à l'intérieur de la boîte également, ce qu'on a vécu, ce qui se vit encore du côté de Villa 95. Alors, c'est une meilleure façon de faire. Et aussi, donc, tu as moins peur du siège éjectable. Absolument. C'est vrai. Qui arrive moins à ce moment-là. Et donc, c'est plus facile, j'ai adoré ça, ces années-là que j'ai passées. Puis le fait qu'on m'a donné le choix. Tu prendras ta retraite quand tu voudras prendre ta retraite. C'est un privilège. Ça, c'est un énorme privilège que mes employeurs m'ont accordé. Écoute, dans le privé, c'est pas sûr que ça arrive, ça. Là. Donc, en 10 ans, il y a eu une évolution considérable de cette radio-là. Parlez-nous un peu de comment ça a évolué. Quand je suis arrivé en 2011, moi, je suis arrivé en avril 2011, et ce que j'ai su par la suite, on ne l'a pas dit en m'engageant, bien entendu, mais que si la relance qu'on effectuait à ce moment-là ne fonctionnait pas, on mettait la clé dans la porte. C'était terminé. Parce que depuis des années, on injectait de l'argent. Depuis des années, on voulait... Puis ça ne fonctionnait pas. Il n'y avait pas de revenus publicitaires. Il n'y avait rien qui se passait. Alors, c'était la dernière chance qu'on offrait là. Alors, quand Patrick, à l'époque, m'a approché, moi, j'ai dit oui, parce que je voulais faire de la radio. Il dit OK. Puis on a commencé... je faisais l'émission du matin, mais je pense que j'étais à 20 ou 25 heures semaine, je ne sais pas, là. Et là, il m'a engagé. Par la suite, Nathalie Leclerc est arrivée. Après ça, ça a continué, puis les gens sont arrivés. Puis on a commencé à monter une structure. Là, j'ai pris la direction de la programmation aussi en même temps que l'émission du matin. Là, on a commencé à monter une structure, à engager vraiment quelqu'un aux ventes qui allait pour nous aider à développer aussi le département des ventes, restructurer la musique pour avoir un son qui n'était pas pareil que ce qu'on retrouvait ailleurs. Et les nouvelles aussi, engager quelqu'un. Il y avait Annick Bousquet qui était là à l'époque. Mais la structure s'est faite à ce moment-là. Et là, c'est parti tranquillement. Puis on a senti que les gens venaient découvrir. Je pense que notre notoriété d'animateur à l'époque a fait que les gens ont été tentés de venir découvrir. C'est quoi ça? C'est quoi le 95? Qu'est-ce qui se passe là? Et ils ont aimé ce qu'ils ont entendu. Ils aimaient la musique qu'ils entendaient. Donc, à partir de là, ça a développé puis ça a commencé à grimper. Là, ça s'est créé une notoriété dans la population, ce qui fait qu'aujourd'hui, la station est très viable, en pleine forme et va très bien. Les annonceurs, il y en a suffisamment pour faire vivre la station. Absolument. Puis il y a le Grand Radio Bingo aussi, qui est là et qui va très, 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 très bien. Vous avez un rayonnement qui est régional, qui dépasse, qui va, je pense, même sur la Rive-Nord. Oh mon Dieu, il va. Le rayonnement, d'ailleurs, c'est un plus pour la station, c'est que le rayonnement est très large. On peut aller jusqu'à Shawinigan, Sainte-Thèque, Grand-Mère, jusqu'à Berthierville, jusqu'à Donnacona, Drummondville. Alors, c'est un très, très grand territoire qui est desservi. Et parlez-moi du plaisir de faire de la radio. Qu'est-ce que ça procure comme sensation, comme plaisir de faire de la radio? Qu'est-ce que ça vous apporte? Un feeling. Moi, les jeunes qui venaient me voir ou les gens qui venaient de visiter la station,
Si tu n'as pas de plaisir à le faire, lève-toi pas à 4 heures du matin pour aller faire de la radio. Lève-toi pas le matin en disant « faut que je me lève encore pour aller travailler ». Si c'est ça, reste chez vous, ne fais pas de radio, ou n'importe quel métier, en fait, compte. Mais le feeling, de pouvoir communiquer, de pouvoir s'extérioriser, de pouvoir rencontrer des gens, de pouvoir échanger avec des gens sur différents sujets, la curiosité que ça crée également, c'est un ultime plaisir de faire de la radio. Et est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous satisfait là-dedans? C'est-à-dire, est-ce que ce sont les codes d'écoute, par exemple? Qu'est-ce qui vous donne vraiment la sensation de bien faire votre travail ou d'avoir du succès dans ce que vous faites? C'est quand tu sors à des événements ou à des endroits que tu rencontres des gens qui viennent te voir, puis qui te parlent de ton émission, puis qui aiment ça, puis qui te félicitent, puis qui te parlent de sujets. Puis là, c'est concret, parce que tu les rencontres, les gens. Tu es avec eux, puis tu échanges. Et là, tu te rends compte que, ouais, c'est correct, les gens aiment ça, les gens sont à l'écoute et te lancent le message que ce que tu fais, c'est bon, là. Donc, c'est le feedback que vous recevez du monde. Ah oui, ça, c'est important. Ouais. Très, très, très important. Alors, si on prend, mettons, si on recule un peu, 1975, 85, 95, le AM est disparu, le FM est arrivé, la qualité du son a augmenté, l'aspect musical est devenu plus important. Vous, là-dedans, est-ce que vous sentez que vous avez évolué au même rythme que le reste de la profession, de l'industrie par rapport à ça? Je crois que oui, mais moi, j'ai jamais été un gars nécessairement de musique. J'ai toujours été un gars de plus d'information ou de radio parlée. Alors, ça me touchait plus ou moins. Quand le FM est arrivé, le FM, on parle des années début 80, là, ce coin-là, l'arrivée du FM tranquillement, là, qui a pris de plus en plus de place après ça, mais dans des formats musicaux. Moi, j'étais dans le parler encore, alors j'étais bien là-dedans. Mais tu sentais que les gens émergeaient plus vers la radio FM aussi dans ce temps-là. Là. Et parce qu'il y avait une qualité de son que tu n'avais pas au AM, bien entendu. Mais moi, je me suis toujours ajusté. J'ai toujours bien acclimaté avec ce qui se passait. Puis il faut faire ça. Si tu veux rester là-dedans, si tu ne t'acclimates pas, tu ne resteras pas. Oh, oui, c'est sûr que les codes d'écoute, ça ne ment pas. À un moment donné, si les auditeurs vous délaissent... Puis uniquement au niveau de la technologie, si on ne s'acclimate pas, ça va tellement vite là-dedans. Moi, quand j'ai commencé, là, les cassettes pour les commerciaux de 30 secondes, puis les gros rubans qu'on coupait pour faire du montage pour présenter des entrevues, les 45 tours, les 33 tours, puis... C'était quelque chose, là. Mais aujourd'hui, tout est par ordinateur. C'est un petit ordinateur, puis un bouton, puis ça part tout seul. Ça part tout seul. Une fois que vous le savez, c'est un gros avantage parce que ça vous permet de vous concentrer sur votre travail. Et donc, quand vous avez décidé d'arrêter, de prendre votre retraite, parce que c'est vous qui avez pris la décision, il y a un moment donné où vous avez demandé à votre employeur de rester un peu plus longtemps. C'est ça, si j'ai bien compris? Oui, c'est ça. Normalement, j'aurais pris ma retraite 1 an plus tôt. Parce qu'avec ma conjointe, on a dit, on est à l'âge où on peut voyager, puis on aime voyager, puis c'était prévu comme ça. Mais il y a eu une pandémie qui est arrivée. Ah oui? Eh bien, c'est arrivé, ça. Puis, pandémie, on s'est dit, bien là, on ne peut pas voyager, on ne peut pas rien faire. Alors, j'ai décidé, j'ai dit au patron, je peux-tu continuer? Tant qu'à rien faire, on va travailler, là. Alors, patron, pas de problème. Alors, j'ai continué 1 an de plus. Mais là, en espérant qu'on puisse aussi voyager, on ne peut pas encore, on va attendre un petit peu. Mais là, la retraite est prise et c'est le départ du prochain voyage qui est en attente, là. Alors, c'est ça. Donc, j'aimerais ça maintenant qu'on parle de ça. Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Normalement, on pose cette question-là aux jeunes de 18 ans, mais c'est une bonne question à poser à quelqu'un qui change de carrière comme ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie, M. Bolduc, maintenant que vous êtes à la retraite? Là, le premier temps de ma retraite, j'ai pris ça calme. En maison, on ne se compliquera pas la vie, on va profiter de la vie, mes petits cafés, mes petites affaires. Là, je commence un petit peu à faire des choses. Moi, je fais des spectacles, je chante. Pas beaucoup de ce temps-ci à cause aussi de la pandémie, mais ça va reprendre. Mais j'ai commencé à faire du bénévolat. Parce que je suis dans... Dans quel domaine? Je suis au Centre d'action bénévole La Violette. Mm-hmm. Et le bénévolat que je fais présentement, c'est de l'accompagnement pour des personnes âgées qui ont des rendez-vous chez le médecin ou le dentiste, alors les accompagner là-dedans. Et là, j'ai suivi une formation récemment, faire du bénévolat également pour Emma Québec,
pour la prise de rendez-vous, pour les collectes de sang ou de plasma et tout ça. Là. Alors ça, j'ai suivi une formation. Je vais commencer là, bientôt à la prise de rendez-vous. Alors c'est du bénévolat à travers tout ça. Ça aussi, durant la pandémie, c'est un bénévolat qui est important, j'imagine. Très important, parce que ces gens-là sont démunis. Là. Je rencontre des gens que je vais chercher pour des rendez-vous. S'il n'y avait pas ça, eux autres, là, comment? Ils ne sont pas capables d'aller chez le médecin. Ils ne sont pas capables. Là, vous comptez. Alors, donc, vous dites que vous avez une carrière aussi de chansonnier. Oui, ça fait longtemps que je fais ça, puis ça n'arrêtera pas, là. Vous allez continuer à faire ça? Ah, oui. Et vous voulez voyager? Oui. Aussitôt qu'on peut voyager, on va partir, ça c'est sûr et certain. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui vous intéresse en termes de destination de voyage? Bien, on devait partir, au début de la pandémie, on partait pour l'Espagne. Voyage qu'on n'a pas fait. Alors, c'est sûr que c'est une des premières destinations qu'on va faire. Mais l'hiver, le sud nous tente beaucoup aussi. Là, avec le temps qu'on a, bien, on aimerait bien aller dans le sud, ce qu'on ne peut pas faire, mais les valises ne sont pas loin. Aussitôt qu'on aura la permission, la valise est bouclée, puis on part. Donc, le sud, l'Espagne, l'Italie. Donc, les prochaines années, vous les voyez pas avec anxiété ou vous n'êtes pas du tout inquiet de... Pas du tout. On veut suivre vous n'avez pas à vous ennuyer? Non. On veut suivre également des cours, des formations à l'Université du troisième âge, à l'UQTR. Il y a des belles rencontres qu'on peut faire là également. Mais je trouve que tellement... Moi, les gens qui se disent « j'ai rien à faire », c'est parce que tu veux rien faire. Il y a tellement de possibilités et d'offres qui sont là pour meubler ton temps dans les connaissances que tu veux, dans ce que tu veux faire, dans ce que tu aimes. Mais est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que dans votre vie, j'ai pas eu le temps de faire ça, j'aimerais ça pouvoir faire ça? Est-ce qu'il y a un projet en particulier où... Non. Non, c'est plus... Non. Je fais... non, j'ai pas de regrets sur ce que j'ai fait, sur ce que je veux faire. J'ai des idées que je veux mettre en place, mais non, ça va... Donc, pour vous, la retraite, c'est pas... il n'y a rien là. Ah, non. C'est dans le sens du thème de notre émission qui dit 50 ans. Et après, ça veut dire so what? Et après, 50 ans, les possibilités s'ouvrent à 50 ans. Moi, quand j'ai eu 50 ans, vous m'avez fait faire un retour en arrière quand on m'a parlé de ça. 50 ans, pour moi, ça arrive en 2002. Ouais. Alors, en 2002, qu'est-ce que je faisais en 2002? Qu'est-ce qui est arrivé dans ma vie en 2002? J'étais à CHLN à l'époque. Et à ce moment-là, j'animais l'émission de l'avant-midi et le directeur des programmes à l'époque a quitté pour Québec et on m'a offert la direction de la programmation. En 2002? En 2002, à 50 ans, que j'ai accepté avec plaisir. J'ai fait ça quelques années, là, mais c'est arrivé à 50 ans, là, on m'offrait cette charge. Normalement, c'est ça, quelque chose qui... c'est un travail important. Ça, oui, absolument. Alors, c'est arrivé dans ma vie à 50 ans. Donc, il faut s'adapter. Il faut s'adapter à son âge, il faut s'adapter à sa condition physique, il faut s'adapter à ce qu'on veut faire, comment on veut le faire. Et c'est sûr que, rendu à un certain âge, tu te dis, le corps ne peut plus suivre autant qu'il suivait à 30 ans puis 40 ans, puis c'est normal aussi. Alors, il faut juste s'adapter à ces changements-là. Comme on s'adapte au changement climatique. Absolument. Bien, écoutez, M. Golduc, je suis vraiment très content de vous avoir rencontré aujourd'hui. Je pense que nos auditeurs ont appris, peut-être, on vous connaît déjà beaucoup, mais peut-être qu'ils ont découvert des choses qu'ils ne connaissaient pas de vous. Et j'espère que les gens apprennent aussi, par ce témoignage-là, que quand on arrive à 50, 60 ans, il n'y a rien de dramatique pour les gens. Pour beaucoup de gens, c'est une nouvelle étape avec ses ambitions, ses objectifs, ses rêves à réaliser. Alors, donc, merci encore une fois d'être... Merci de m'avoir invité, c'est un plaisir. Et je vous dis à la prochaine.